Bonjour, donc merci à toutes et à tous d'être présents sur cette soirée. Je suis le docteur Amousseau, je suis pédiatre. J'ai été jusqu'à l'année dernière chef de service. J'ai laissé cette fonction à un petit jeune qui a pris cette fonction maintenant. Et je suis par ailleurs chef de pôle dans cet établissement et je suis surtout pédiatre pour vous parler de cette situation de folie scolaire ce soir et vous l'expliquer, vous l'introduire avec quelques histoires vraies, il y en a 3, récentes, sur les 6 derniers mois d'enfants qui sont venus à l'hôpital. Les histoires sont exactes, on a simplement changé le prénom de l'enfant et nous ne sommes pas rentrés dans certains détails qui pourraient bien sûr les caractériser. Je vais vous parler de Magali. Magali, c'est une petite fille qui a 11 ans. C'est une petite fille qui était née d'une fratrie de 3. Elle a 2 petits frères et elle vit dans un milieu familial qui est très très chaleureux. La maman est médecin et mère au foyer. Le papa est ouvrier spécialisé et ce sont des gens, vraiment une famille où il y a beaucoup d'amour. Alors c'est une petite fille qui habite un petit village et elle va à l'école du village. À l'école où tous les enfants se connaissent, où les maîtresses connaissent tous les enfants, les voient grandir et les parents se connaissent aussi à la sortie de l'école. C'est une très bonne élève. Quand on la revoit, elle est très mature, elle fait un peu petite maman. C'est l'aînée, sa mère, mais c'est la petite maman. Et cette Magali, elle veut devenir sage-femme. C'est quand même pas banal comme projet professionnel quand on a 11 ans. Elle rentre en 6e, et bien sûr, pas en 6e, elle quitte l'école du village, et puis elle va rentrer au collège. Bon, alors c'est pas la grande ville, mais pour elle c'est énorme. Et ça a été un choc. Elle va vraiment raconter que quand elle est arrivée, elle s'est retrouvée perdue. Perdue devant l'immensité, devant tous ces grands, les 5e, les 4e, les 3e, devant les autres élèves de la classe qu'elle ne connaissait pas. Et elle va commencer à ressentir une angoisse qui est très particulière et qui va aller crescendo, qui va l'envahir, devenir très envahissante. Elle est bonne élève, elle travaille bien, mais les parents vont bien se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et ils vont aller voir les professeurs qui vont leur dire non, elle est excellente comme élève. Ils vont faire le tour un petit peu de la classe pour savoir s'il n'y a pas de problème relationnel, on ne sait jamais, on verra quelque chose comme ça. Et ils vont finir par aller frapper à la porte des psychologues parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ça, c'était à partir du mois de septembre l'année dernière. Et on arrive vite après le premier trimestre aux vacances de Noël. On se dit, bon, il va y avoir la fête, c'est familial, elle va se poser, ça va aller. Ça va bien les vacances. Jusqu'à 2 jours avant de reprendre l'école, alors à ce moment-là, sur ce stress chronique, quand même, elle va faire une bouffée d'angoisse, on aura un stress absolument inouï. La veille de retourner à l'école, elle passe la nuit à pleurer. Et elle est dans une situation c'est cauchemardesque pour la maman qui ne sait pas quoi faire, donc elle arrive à l'hôpital. C'est comme ça qu'on récupère une Magali qui arrive au bon moment, 1 heure après la rentrée d'école, mais qui ne peut pas retourner à l'école. Et cette petite fille, je me souviens qu'elle arrive avec un visage complètement déconfit parce qu'elle a pleuré toute la nuit, et elle a peur. Physiquement, ça se voit, elle est en hydriase, elle est complètement tétanisée, elle est incapable de mettre une idée, elle est vraiment figée par elle. Et bien sûr, incapable de prendre l'école. François, c'est un enfant qui a un destin qui n'est pas banal. François, il a 14 ans maintenant, enfin entre 14 et 15 ans, c'est un enfant qui a été adopté. C'est un enfant d'origine asiatique, il n'a pas été adopté bébé, il a été adopté un petit peu plus tard, un peu bambin. Il a été adopté dans un milieu qui a des valeurs éthiques, peut-être religieuses, on dirait un bon milieu, à droite. Et ça devait être certainement un charmant petit garçon qui s'y bien adapté parce qu'à la maternelle, il est tellement bon que les parents décident sur une supposée précocité intellectuelle, et on sait à quel point ce diagnostic et un peu du snobisme dans certains milieux peut faire des ravages. Il saute la dernière année de maternelle et il se retrouve au CP. Et c'est à ce moment-là que ça commence à poser problème. Alors, cause ou conséquence, on ne sait pas, mais 8 ans plus tard, entre le CP et maintenant, si on pouvait caractériser son cursus scolaire, il est passé maître dans l'art de se faire virer. Il a fait toutes les écoles de la région Nord-Pas-de-Calais, donc y compris les écoles spécialisées pour les enfants difficiles, etc. Donc je n'ai pas de nom d'école. Et il connaît tout, il connaît toutes les ficelles, les conseils de discipline pour se faire rejeter. Il s'est instrumentalisé la violence. C'est un enfant qui est intelligent, qui n'est pas violent du tout. Voilà. Mais par contre, s'il faut l'être, s'il faut faire des larcins, s'il faut aller caillasser le voisin, il arrive. Donc il est arrivé à ce qu'il voulait. Il a un cursus complètement chaotique. Il est maintenant repris en charge dans une école surdouée avec une équipe enseignante absolument formidable
sur du temps aménagé. Alors il est suivi par monsieur le docteur Maillot depuis maintenant plusieurs années, mais c'est un enfant qui est en dérapage scolaire, parce que forcément tout le temps qu'il a passé à droite à gauche, il n'a pas capitalisé les connaissances, avec l'impression d'un gros gâchis, un gâchis par rapport à son potentiel, un gâchis par rapport à cette famille, parce que avoir soi-même un enfant en difficulté, c'est difficile pour les parents, hein, c'est aussi une blessure narcissique, mais quand c'est un enfant qu'on a adopté, et quand ce gamin fait tout pour se rendre insupportable, on imagine à quel point ça peut être l'objet de remise en question au niveau du couple parental, sur le lien qui s'est établi, et Dieu sait si ses parents, ils ont passé 8 ans ou 10 ans de leur vie à courir partout. Des gens vraiment très très attachants. Alors Eden, lui, c'est un autre personnage. Eden, il a maintenant 18 ans, voire 17 ans maintenant. C'est un enfant d'origine maghrébine, et lui, c'est le seul garçon de la famille, c'est l'aîné. Il a 3 sœurs, il y a une maman, et c'est une famille où, comme on dit, il n'y a pas de papa. C'est-à-dire qu'il n'y en a forcément eu un, mais en tout cas, il n'est pas mort, il est parti, il n'est plus présent, ni physiquement, ni symboliquement. Alors Eden, on a commencé à le repérer quand il était en 6e, parce que bon, juste avant, ça a été à peu près, enfin, c'est une question d'art, très brillant, mais alors en 6e, on commence à poser un diagnostic de ce qu'on appelle un TADA, trouble hyperactif avec déficit de l'attention. Alors jusqu'à maintenant, ça n'avait pas sauté aux yeux des enseignants. Mais il arrive dans la consultation de neuropédiatrie parce qu'il a du mal à se concentrer. Mais il n'y a pas que ça. Hein, il est assez distractif, il est un petit peu opposant, enfin c'est compliqué. Donc le neuropédiatre qui le voit, bon, n'exclut pas un TADA, mais au bout de 2-3 consultations, on se rend bien compte qu'il y a un problème éducatif. Donc ça, c'était la 6e. Et jusqu'à maintenant, quasiment au stade de sortie scolaire, si on pouvait caractériser sa scolarité, c'est que lui, ça a été une situation de rupture régulière. Il a fait tous les établissements, en se donnant parfois des petites casseroles, parce qu'il s'est fait un peu renvoyer sur des histoires qui n'étaient pas très claires. Mais on s'est fait piéger en tant que médecin, parce qu'on n'a pas bien compris énormément de plaintes somatiques. Quand il a commencé à rentrer à l'hôpital, on l'a eu, certes en consultation pour le soi-disant TADA, qui n'en était pas un, mais on l'a eu surtout pour toutes sortes de douleurs. Alors, ça a commencé par des douleurs abdominales, ensuite ça a été des maux de tête. Alors il est très migraineux, mais ça n'a rien à voir avec un vrai migraineux qui a plutôt envie qu'on laisse tranquille quand il est à la tête. Lui, c'est très hystérique, c'est tout un spectacle quand il est à la tête. Entre deux, il a vu le stomato, il a dû voir le cardiologue aussi pour quelque chose. Enfin bref, on a un enfant qui met vraiment en avant des plaintes somatiques, et puis une maman qui fait ce qu'elle peut. Cette maman, elle court partout, elle adhère complètement à ce que fait son fils. Et lui, il manipule un peu tout le monde. C'est une espèce de tyran domestique. Tout le monde tourne autour de lui. D'un moment, il ira même jusqu'à faire une demande à la MDPH pour avoir une espèce de reconnaissance, d'indemnisation pour prouver que son enfant, il y a vraiment quelque chose. Parce que cette maman, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. Alors, elle arrive, quand on donne un rendez-vous, elle n'est jamais là. Mais elle va venir 2 jours plus tard, en urgence, alors qu'elle avait rendez-vous 2 jours avant, pour réclamer toutes sortes de certificats. Alors, on fait des certificats médicaux sur l'absentéisme, certes, mais aussi comme quoi il n'est pas bête, comme quoi il est gentil, comme quoi il est pas si méchant que ça, comme quoi il est intelligent. Quand on l'envoie à la CMP, c'est pareil, il n'est pas là parce qu'il est à l'hôpital, et quand il a rendez-vous avec le professeur principal, elle ne peut pas parce qu'il est déjà venu. Bon, ça va durer des années, et quand on va boucler la situation avec l'école, on va arriver sur un diagnostic qui n'est pas médical, qui n'est pas éducatif, un diagnostic de ressentir un peu comme un fumiste. Bon, c'est pas médical, c'est pas éducatif, mais par rapport au diagnostic de migraineux et d'hyperactif, c'est ce qui colle encore un petit peu le plus. Ceci étant, ce jeune qui, quand il n'a pas été absent, va à l'école pour faire le mariole, il se retrouvait aussi exclu de la classe, parce qu'il faut quand même que la classe fonctionne, et ben il se retrouve un petit peu piégé, parce que maintenant il a 16-17 ans. Et puis le système scolaire, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc je pense que les enseignants, ils n'auront franchement rien à se reprocher de l'avoir accompagné, d'avoir essayé d'aider cette maman. Au niveau médical et soignant aussi, on a suivi cet enfant, mais qui est sur une situation non pas d'échec scolaire. Il n'est pas bête, il aurait pu, et finalement, rétrospectivement, c'est une situation de refus scolaire. Et tous ces enfants, Magali, François, ils ont cette particularité d'être des enfants qui auraient pu s'adapter au système scolaire, vu l'investissement familial, vu ce qui a été mis en cause, et qui n'ont pas été capables d'intégrer cette école. Alors, François et les autres, on va vous expliquer maintenant ce qu'on comprend, nous, à notre niveau, de cette fameuse phobie scolaire, de ce refus scolaire. Et à la fin, on vous expliquera où ils en sont, ces enfants, ce qu'ils sont devenus et ce qu'on peut projeter pour eux.
Donc je vais laisser la place à Monsieur le maire. Si joliment raconté. Alors, je vais donner quelques notions clés en 3 minutes avant que nos jeunes collègues débutent la présentation à proprement parler. Donc, tout d'abord, la prévalence de la phobie scolaire, pour avoir quelques idées claires, c'est tout de même de l'ordre de 1%. C'est pas négligeable. C'est de l'ordre de 1%. Elle peut survenir à tout âge, mais évidemment, plus particulièrement à des périodes critiques du développement. On pense tout de suite au niveau période maturative critique, la puberté, l'adolescence. Par fréquence, d'abord l'entrée dans l'adolescence, ensuite l'entrée au CP, ensuite l'entrée chez les petits en maternelle, ensuite le lycée, et après les études supérieures éventuellement. Mais donc à tout âge, et en particulier dans ces périodes critiques. Le pronostic est assez favorable. Plus de 2/3 vont bien évoluer. Mais plus l'absentéisme scolaire va se prolonger, moins bon sera le pronostic. Le tableau clinique vient d'être très joliment évoqué. Il est souvent à la fois somatique et psychiatrique. L'hospitalisation en pédiatrie n'est pas rare. Ce n'est pas par hasard qu'on vous parle à partir de la liaison en pédiatrie. L'évaluation médicale doit toujours être, si possible, somatique et psychiatrique. La phobie scolaire, ce n'est pas un diagnostic. Ce n'est pas un diagnostic en soi. C'est le reflet d'un ou plusieurs troubles psychiatriques qu'il faut diagnostiquer et traiter. On va préciser de quoi il s'agit. Parmi les éthiopathogénies, importance des troubles anxieux, d'où refus scolaire anxieux. Refus scolaire anxieux. Et en cette journée de la francophonie, c'est une notion francophone, la notion de refus scolaire anxieux. Donc des troubles anxieux, dépressifs, les troubles du comportement, ils viennent d'être illustrés également, sans oublier parmi les autres troubles, les troubles des apprentissages, très importants. Les troubles des apprentissages peuvent être révélés à l'occasion d'une symptomatologie de phobie scolaire. Les thérapeutiques doivent être à la fois pédiatriques, psychiatriques, voire psychosomatiques, voire autres, mais une association de thérapeutiques. Parmi les thérapies, on en parlera, l'intérêt des thérapies comportementales et cognitives dans certaines situations. Et puis finalement, dans la mesure où c'est une problématique développementale complexe, elle recommande un maillage différencié avec l'enfant et sa famille, des professionnels du sanitaire, du socio-éducatif et du pédagogique. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité réunir le plateau qui est devant vous pour rendre compte des différentes composantes de la problématique. Donc maintenant que vous êtes munis de quelques notions clés, de belles vignettes cliniques sur la phobie scolaire, je vous invite à écouter nos collègues conférenciers, qui sont tous membres évidemment de notre communauté hospitalière, et je vais les introduire les uns après les autres. Tout d'abord, notre interne de pédopsychiatrie, M. Jean-Baptiste Martin, qui va nous parler des définitions et des caractéristiques générales de la phobie scolaire. Monsieur